comment ça va? Ça va très bien et toi? C'est bon? On est bon? On a enregistré? Écoute, je suis super content de t'avoir aujourd'hui. Premier podcast d'un des élèves de la formation qui a automatisé 80% de son taf en CDI ou en freelance, je sais plus exactement. Les deux. Les deux, ok. Bon bah voilà, parfait. Avec le gros hacking, t'as travaillé dans une boîte qui s'appelle Captain Data, qui permet de faire des automatisations, etc. Et donc du coup, moi, j'ai voulu t'inviter déjà pour mettre en avant les personnes qui sont talentueuses de la formation, comme toi. Donc tu fais vraiment partie des top performeurs de la formation. Je vais en interviewer d'autres dans la formation parce qu'il y a vraiment des superstars. Notamment Jérôme qui est dans la prospection. Tu vois, tout à l'heure, la dernière fois, j'avais interviewé le head of SEO aussi qui travaille chez Bulldozer. Enfin voilà, des gens qui sortent de la formation et je me suis dit putain, c'est dommage de pas aller les interviewer et de comprendre un petit peu comment ils ont fait. J'avais fait un post d'ailleurs hier sur comment est-ce que moi aussi, quand je faisais du gros, j'avais automatisé mon boulot. Je sais pas si tu l'as vu, j'avais automatisé ma souris pour faire de la prospection, etc. Ouais. Et je passais vraiment, je partais du boulot à midi pendant que toute la team partait à 19h, 18h et j'ai jamais craché le morceau pour leur expliquer comment est-ce que je faisais et du coup ça me permettait de travailler et d'apprendre aussi à côté, tu vois, parce que en fait quand tu as du temps et que tu as automatisé 80% de ton boulot, bah soit tu peux aller chercher d'autres clients, soit tu peux te former et du coup à la fin bah tu as tellement de compétences, t'es tellement bon que tu plus besoin de personne pour vivre quoi. Donc du coup moi j'ai envie qu'on commence alors comment est-ce que je vois le podcast, alors ça va être un petit peu en mode free flow mais j'ai envie que tu donnes vraiment le maximum de tips pour savoir comment est-ce que tu as commencé, qu'est-ce qui t'a aidé, comment est-ce que tu en es arrivé là aussi, qu'est-ce que tu as fait pour te former, enfin voilà, toutes les petites techniques un petit peu que tu as mises dans ton quotidien pour faire ça. Comment est-ce que tu as aussi réussi à le cacher? Quelle est ta vision, tu vois? Comment est-ce que par exemple ton patron a vu ça? Est-ce que tu lui as dit ouvertement parce que là tu es public en gros? Donc il va savoir en mode que tu as automatisé ton taf. Est-ce qu'il était à l'aise avec ça ou est-ce que tu vois si tu lui avais dit voilà comment est-ce que tu dois réagir par rapport à ça quoi. Et après on va parler un peu de gros hacking si tu veux, toutes les dernières techniques qu'on bosse un petit peu ensemble. Du coup toi tu m'aides sur ma prospection sur LinkedIn. Et donc du coup on va parler un petit peu de l'état d'esprit. Ça fait pas longtemps qu'on bosse ensemble, ça fait qu'une semaine, mais déjà au bout d'une semaine, comment est-ce qu'on a réussi à aller suffisamment vite pour avoir les résultats qu'on va avoir dans les prochains jours quoi. T'es chaud? Chaud. Ok, bah alors du coup je te propose de te présenter rapidement quel âge tu as, d'où tu viens, où est-ce que tu habites et voilà. Eh bien je m'appelle Chrysas, j'ai 22 ans, j'habite dans le territoire de Belfort, donc c'est dans l'est de la France et d'où je viens, à la base, moi j'ai commencé à gagner de l'argent sur Internet quand j'étais au lycée. Et c'est comme ça que j'ai pu découvrir ce qui me plaisait. C'était quoi au lycée? Au lycée, j'ai commencé à vendre des projets de logos, de bannières, du design en fait pour les créateurs de contenu, notamment sur YouTube et Twitch. Ok. Moi aussi, j'ai commencé à faire des sites internet. Mais du coup, c'est marrant. Alors, du coup, comment est-ce que tu utilisais, quel outil tu utilisais pour faire des logos? J'utilisais Photoshop. Ok. Et j'avais pas les moyens au départ de me payer Photoshop. Donc, j'ai trouvé un crack et j'ai suivi un tuto comment faire une bannière, comment faire un logo. Ouais. Je l'ai appliqué et ensuite, je me suis dit, quelle touche je peux apporter. Et en pratiquant, j'ai vu que j'étais bon. Et je suis allé parler à des créateurs de contenu. Hey, j'ai fait ABCD, regarde les exemples. T'es chaud pour que je te fasse ton design? Oui, ok, voici mon lien PayPal et on bosse ensemble. Parce que moi, par exemple, je faisais des sites WordPress à l'époque. J'avais appris à faire des sites WordPress, donc comme toi, sauf que c'était pas dans le design. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je reprenais les templates des gens. Tu sais, sur WordPress, t'as des templates que t'as juste à importer dans WordPress et à faire quelques petites configurations. Et du coup, les gens pensaient que je codais le truc entièrement, alors qu'en fait, j'avais juste fait un copier-coller d'un truc et ils étaient prêts à me payer beaucoup d'argent. Et c'est comme ça que j'ai découvert que ça, c'est un hack. En mode, en important un template et en dépensant quelques euros, je gagne 20 heures de travail. Et du coup, sur ces 20 heures de travail, ça me permet, moi, de gagner pratiquement la même somme, puisque la personne ne connaît pas ce qu'on dit le hack. C'est ça un hack, en fait. C'est de réussir à gagner du temps pour gagner de l'argent. Et comme la personne ne savait pas et que les agences de communication facturaient 15-20 000 euros pour pouvoir faire le même template de site internet,
les personnes étaient contentes de me payer 3000, 5000 euros alors que j'avais bossé quelques heures dessus. Est-ce que toi, tu as fait ce genre de hack avec Photoshop? Est-ce que tu as utilisé, comment est-ce que tu as managé le truc pour gagner du temps? Est-ce que tu arrivé à facturer? C'était quoi ton avantage par rapport à la concurrence? Alors mon avantage, c'était que quand tu contactais un designer classique, il mettait 3 semaines, 1 mois, 2 mois pour te sortir quelque chose. Et il y avait plein d'allers-retours. Et moi, je me disais, faut que je comprenne très rapidement ce que la personne veut. Et même si elle n'arrive pas à l'expliciter, que je puisse dire, OK, de ce que tu me dis, voici ce que je comprends. Est-ce que c'est ça? Si oui, chaud, je fais 3 propositions. Un aller-retour unique. Et ensuite, c'est validé. Et ce qui m'avait aidé au début, c'était très manuel au départ. Et très rapidement, je me suis constitué des packs en fait pour dire ok, si je veux faire telle forme, il me faut tel template que je dois utiliser, appliquer telle couleur et changer. Et le but c'était de pouvoir à la fois avoir une partie standard où je me dis le process de contact et de validation du projet créatif est ok, et une partie dans la production pour que je puisse aller très très rapidement. Et donc le délai entre le moment où je contacte la personne et le moment où le projet est terminé, il est aussi court que 3 jours. Ok. Ouais, donc c'est ça en fait. T'as tout de suite voulu réfléchir à un moyen de réduire le temps passé par client pour aller en chercher le maximum et du coup augmenter l'argent potentiel que tu te faisais avec quoi. Oui, c'est ça. Ok. Du coup, alors après ça, après le design, t'es arrivé sur le gros directement? Non, je suis passé par la case vente. Ok. Et donc au départ, je vendais sur Internet, sur Twitter. Ouais. Et je me suis dit, ok, où est-ce que je peux aller pour que, en comparaison, tout ce que je fasse après soit de la gnognotte. Et donc je me suis dit, le plus dur à l'époque, c'était la vente au porte-à-porte. Et donc je suis allé postuler pour un job en porte-à-porte. J'ai dit, écoutez, je viens de ce milieu-là, voici ce que j'ai pu faire, je suis motivé. Quand est-ce qu'on peut commencer? Et on m'a reçu un entretien. La personne, le recruteur qui était le manager de l'agence m'a dit qu'il aime mon état d'esprit et j'ai été embauché. Et ce que j'apprécie dans le porte-à-porte, c'est que dès le premier jour, tu sais si c'est fait pour toi ou pas. Ouais. Et du coup, tu perds pas du temps à faire quelque chose que tu n'aimes pas et ensuite à regretter le temps passé sur quelque chose qui n'est pas utile. Et le premier jour, j'étais vacciné directement dans le sens où première porte que j'ai avec mon collègue, il y a une dame qui en avait marre des démarcheurs, qui a appelé la police et la personne qui gérait le lotissement. Et bon, nous on était en règle, donc le contrôle s'est fait, on n'a rien eu, mais tu as directement le choc en fait de tu viens déranger une personne dans son domicile. Est-ce que ça t'empêche d'aller contacter d'autres personnes qui potentiellement vont prendre ta solution, ou est-ce que tu y vas et tu fais tout ce qu'il faut pour réussir? Et alors du coup, c'est quoi l'apprentissage que tu as eu? Du coup, tu as arrêté tout de suite après? Non, je l'ai fait pendant un moment, je l'ai fait pendant 2 mois. Ok. Et l'apprentissage que j'avais eu, c'était tu te fais tellement rejeter que après le rejet n'est plus un souci. Et tu vois, tu peux te prendre plein de portes toute la journée, mais quand tu vas aller chercher le contrat, tu peux signer par exemple 10 contrats à la fin de la journée, c'est bon, t'as fini ta journée. Ouais. Et je le dis pas souvent, mais à l'époque, quand j'étais tout petit, j'étais en très bon terme avec un chien, mais il a failli me mordre. Ouais. Et du coup, depuis là, j'avais peur des chiens. Et en porte-à-porte, tu rencontres des gens qui ont des chiens. Et j'avais ce problème de, est-ce que tu vas laisser un chien t'empêcher de signer un contrat? Ouais. Ou est-ce que tu vas faire tout ce qu'il faut pour y aller? Et comme j'ai un certain ego, je peux pas me dire, j'ai pas pu signer parce que j'ai peur des chiens. C'est génial ça, ok. Et donc je me suis dit quand il faut y aller, il faut y aller. Et petit à petit, il y a un terme en psychologie qui s'appelle l'exposition. Donc plus tu t'exposes à quelque chose qui te fait peur, moins ça a d'impact sur toi. Et le porte-à-porte aussi enlevé en fait cette peur qui était venue d'un événement qui m'a marqué. Ouais. Et du coup, j'ai plus peur des chiens depuis ce moment-là. Ok. Et du coup, là après ça, parce que c'est pas un métier facile, hein, le porte-à-porte. Je crois que c'est même le pire. Mais c'est pour ça que je l'ai fait. Ouais, donc là, t'as vraiment fait le pire métier et tu t'es dit, putain, il n'y a rien d'automatisé, y a rien qui est processé. Qu'est-ce qui t'a amené? Alors du coup, je pense que t'as à peu près
la personne qui t'a le recommandé académiquement, on va dire, alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, ce qui a fait ta carrière, c'est YouTube. T'as commencé à suivre, je crois, les vidéos d'Oussama, donc de Coup d'État à l'époque. Coup d'État, c'était une formation qui faisait un petit peu de gros hacking, mais pas vraiment. Et tu m'as dit tout à l'heure, d'ailleurs, quand on est en train de prendre un café, que tu avais découvert le gros hacking par une recommandation sur YouTube d'une vidéo du gros hacking. Exactement. C'est ça. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a parlé dans le gros hacking? Parce que toi, tu es l'un des premiers à avoir pris la formation, je me rappelle encore. Qu'est-ce qui t'a fait tilt en fait dans le gros hacking? En fait, c'était le constat du porte-à-porte. On était lâchés dans des territoires, donc il y avait zéro process. C'était tu tapes, tu vends. Si tu vends pas, next porte. Ouais. Et le calcul des commissions, tout le monde galérait à le faire. Et moi, ce que j'avais fait, j'avais pris une spreadsheet et j'ai mis, ok, puisque c'est par palier, si je fais X ventes, il y a X commissions, patati patata, et je présente à l'équipe pour dire, ok, pour calculer nos commissions et savoir du coup combien de portes il nous faut, quel est le taux de conversion en général et ce qu'on peut espérer et nous motiver au cours de la journée. Bah, j'ai ce template là, on l'utilise et tout le monde était en mode ah mais c'est trop bien, c'est trop génial. Et pour moi c'était plutôt normal en fait parce que j'aime pas être dans le flou, j'aime bien savoir à quoi sert l'action que je fais. Et donc pour revenir à la partie growth hacking, qui a exposé un problème et ce qui m'intéresse c'est passer rapidement d'un problème à une solution, de passer d'un désir à la réalité. Et ce que je veux, c'est vraiment raccourcir le temps qu'il y a entre le moment où je veux quelque chose et le moment où je l'obtiens. Et peut-être que ce temps, je peux pas le contrôler, mais je peux faire tout ce qu'il faut pour le raccourcir, quel que soit le domaine dans lequel je veux percer. En fait, tu es dans la recherche constante de l'optimisation. Dès que tu fais quelque chose à la main, et moi j'étais pareil, parfois je passais beaucoup de temps à essayer d'automatiser des trucs, etc., qui me faisaient chier. En fait, tu as envie de te débarrasser le plus rapidement des choses qui sont chronophages, pour pouvoir te concentrer sur d'autres choses et du coup avancer progressivement dans le business. C'est ça en fait que tu as aidé le gros hacking, c'est ça que tu as apprécié, c'est l'automatisation. Oui. Donc chaque petite partie de ton boulot, tu as essayé de réfléchir à comment est-ce que tu allais optimiser pour pouvoir ensuite te dégager le maximum de temps, c'est ça? C'est ça, parce que je me suis rendu compte aussi, en tant que sales, que ce soit au porte-à-porte ou de la vente en ligne, vente par téléphone, vente de SaaS, t'es payé pour pouvoir comprendre ce que le client veut, que le prospect veut, le transformer en client. Donc, toute la partie recherche d'informations, admin, prise de notes, etc., ça ne sert à rien si tu passes 3000 ans dessus. T'as beau faire plein d'actions qui semblent nécessaires, mais si à la fin de la journée tu vends pas, t'es viré. Ou si tu es en indépendant, pas de commission, pas de vente, pas d'argent. Et donc, mon idée, c'était comment je fais pour passer le moins de temps possible sur toutes les choses qui sont a priori nécessaires, mais qui ne sont pas fondamentales par rapport à la valeur que je vais apporter. Parce que mon rôle, c'est de comprendre ce que la personne veut, de la lui donner, et de lui dire, ok, on peut t'aider, rejoins-nous. Okay. Alors avant que tu nous expliques concrètement comment est-ce que tu as mis en place tout ce scénario de réduction du temps, du coup tu as travaillé sur Captain Data. Très rapidement, Captain Data, c'est un outil d'automatisation qui permet de copier-coller des scénarios. Par exemple, je sais qu'il y en avait un qui avait bien marché, c'était celui d'aller chercher des titres de poste sur Indeed, d'aller scraper les titres de poste sur Indeed et d'aller chercher des gens automatiquement sur LinkedIn, tout ça en automatique, ce qui fait que ça te fait pratiquement gagner une semaine de travail en quelques heures, quoi. Sans avoir besoin d'un humain pour le faire, quoi. C'est-à-dire que c'est le robot qui va passer sur le truc. C'est-à-dire que c'est Captain Data, donc c'est l'un des outils dont je parle dans la formation d'ailleurs. C'est un outil qui va permettre de remplacer potentiellement une dizaine de personnes dans ton équipe commerciale, une dizaine de personnes dans ton équipe marketing, pour te faire gagner le maximum de temps. Et donc ça, c'est un outil qui, toi, tout de suite, t'a tapé dans l'œil, puisque en fait, tu t'es dit, ouais, mais what the fuck? En fait, il y a un outil qui est exactement fait pour ce que je fais moi tous les jours dans ma tête. Et donc du coup, tu as commencé à diguer sur cet outil, ce que tu me disais tout à l'heure. C'est-à-dire diguer, tu t'es rentré très à fond dedans, tellement à fond dedans que finalement les fondateurs ont remarqué ton travail, ils ont dit que en fait, il y a peu de gens qui savaient aussi bien utiliser l'outil, qui t'ont embauché. Est-ce que je résume bien la situation? Oui. Ok. Et donc du coup, c'était quoi ton job concrètement chez Captain Data? Mon job concrètement, c'est assez transversal, mais pour résumer, c'est tu as un problème business, avec la technicité, je vais pouvoir te permettre de décupler tes résultats. Ok. Donc en gros, que des entrepreneurs venaient te voir
toi concrètement, t'essayais de leur dire, ok, bah là, où est-ce que vous perdez du temps et où est-ce que je vais vous en faire gagner? Exactement. Payer la solution. En gros, c'est ça. C'est ça. Ok, très bien. Bah, du coup, c'est cool. Quelles sont les compétences grosses qui t'ont permis de bien savoir utiliser Captain Data? Parce que quand même, il y a beaucoup de gens qui utilisent Captain Data. Pour que tu te fasses repérer en tant que personne qui utilise tellement bien Captain Data, qui te demande de bosser pour eux. Enfin, t'as quand même postulé, mais bon, ils ont quand même remarqué que tu avais un bon usage. C'était quoi les compétences qu'il fallait? Alors, Enfin, les outils que tu as utilisés. Par exemple, je sais que tu me disais que tu avais utilisé Make, oui. tu as utilisé les Bah, regex, tu as utilisé un peu les API. Quelles sont les compétences indispensables? Parce que, mine de rien, Captain Data reste un outil assez technique. Mm. Toi, tu étais parti quand même d'un profil qui faisait du porte-à-porte, un profil qui est en train de diguer sur l'un des outils les plus complexes de l'automation, quoi. Mm. En fait, je pense déjà il y a une partie état d'esprit où faire quelque chose de manière répétitive, manuellement, pendant longtemps, ça m'horripile. Ouais. Et je pense que mon temps a beaucoup plus de valeur que le fait de faire ce genre de tâches. Et quand j'entends ou quand je vois d'autres personnes qui font des choses manuelles, moi ça me tend et j'ai envie de dire pourquoi tu fais ça? Ouais. Je suis pareil que toi. Ouais. Et en fait c'était ce désir de ok, l'idée que j'avais qui était tout le parcours, tous les clics, toutes les applications entre lesquelles je bascule, toutes les spreadsheets que je me trimballe sur ordinateur, il y a un robot qui peut le faire à ma place. Ce qui fait que ma valeur va se concentrer sur qui est-ce que je veux adresser, quel est le message que je vais leur porter et quelle est la value proposition que je vais pouvoir leur apporter. Et toute cette partie technique, admin, bah, une fois que je comprends comment l'outil fonctionne, je mets un process en place une fois, il peut se répéter plusieurs fois et je peux itérer dessus. Donc, c'est vraiment la recherche de... En fait, c'est même pas la recherche de la productivité de l'automatisation, c'est plus l'aversion pour passer son temps à faire des choses manuelles. Je suis totalement d'accord avec toi. Même les gens qui tapent sur l'ordinateur, parfois je les trouve trop longs, tu sais, ils sont comme ça, alors que moi j'ouvre des pages dans tous les sens. J'ai vu aussi un jour... Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrachent les cheveux. Hein. Moi, d'ailleurs, l'une des choses les plus frustrantes que j'ai dans mon quotidien, c'est de regarder... La pire des tortures que tu puisses me faire, c'est de filmer un mec en train de travailler sur son ordinateur et me faire regarder, tu vois. Parce que vraiment, je vois des trucs, parfois, je me dis, mais putain, mais comment est-ce que les gens font? La dernière fois, j'étais avec une amie qui était en train de prendre, tu sais, les emails qu'elle avait envoyés et de les copier-coller, genre sur un fichier spreadsheet. Je dis, tu peux pas faire ça, genre, tu peux pas avec une automation make en 2 minutes, en 10 secondes, c'est fait, tu vois. Et je lui ai montré le truc. Même moi je me rappelle que par exemple sur Captain Data il y a quand même des compétences d'API à avoir, donc comment est-ce que tu connectes des outils entre eux, connaissance d'outils aussi dans le gros, comment est-ce que tu utilises Make par exemple. En fait, j'avais fait des scénarios moi sur en mode ok, est-ce que c'est un email pro, est-ce que c'est un email perso, si c'est un email perso ça va dans cette rubrique là, si c'est un email pro ça va cette rubrique là, ensuite ça m'envoyait de drop contact pour vérifier et enrichir l'email et tout, enfin bref. J'avais fait des scénarios hyper complexes. Toi, par rapport à les compétences que tu as eues sur le gros, est-ce que tu as des use cases à nous partager qui ont vraiment fait gagner du temps à des entreprises? Parce que du coup, toi, tu vas nous expliquer encore plus profondément comment est-ce que tu as automatisé ton job. Mais avant, j'aimerais que est-ce que tu as tu te rappelles, tu as une automatisation que tu as fait pour un client ou un truc que tu as déverrouillé chez un client et le mec est passé de 0 à 1 où il a pu virer 10 personnes de son équipe pour économiser 10 personnes. C'est horrible ce que je dis, mais est-ce que t'as un exemple comme ça qui a permis à une boîte d'automatiser vraiment avec des résultats probants? Oui. Un use case. J'ai cité le nom, hein, mais. Oui. Un use case, c'est admettons que tu veux ouvrir un marché. Donc tu vas mapper ton TAM. Ton TAM, c'est Total Addressable Market. Et le but, c'est de savoir comment est-ce que tu mappes déjà, sois plus précis sur ça. Comment est-ce que tu mappes le marché? Comment je mappe le marché? Donc là, on est sur du B2B et on adresse des CEO ou des C-level. Et donc, où est-ce que sont les CEO, les C-level? Sur LinkedIn. Donc sur LinkedIn, ce que tu vas pouvoir faire, c'est aller dans la partie, pour être plus précis, Sales Navigator, mettre les job titles
mettre la taille de boîte que tu recherches. Et à partir de là, tu as plein d'autres critères selon ce que tu veux faire. Mais à partir de là, tu peux savoir à peu près quelle est la taille de ton marché et selon les taux de conversion et les taux de réponse par rapport à tes campagnes de prospection, que ce soit par email et LinkedIn, tu peux estimer à peu près combien de retours tu pourrais avoir et ensuite engager des conversations pour pouvoir ouvrir des deals. Et le problème qui était important pour cette boîte, c'était, eh bien, on a plus de 80 sales. Quand tu as une équipe pareille, il faut savoir attribuer les leads aux différents sales. Il faut faire en sorte que chaque sales puisse avoir accès à la bonne information au bon moment de son CRM. Parce que le temps que le sales va passer à rechercher les infos sur LinkedIn, à aller voir s'il peut trouver l'email, s'il peut trouver le bon nom, le bon prénom, le bon post, l'historique de la personne, qu'est-ce qu'elle a fait et le contexte associé à son profil. Ça prend à peu près 20 minutes par sales. Donc du coup, si tu fais calcul 20 x 80, si tu estimes même le temps potentiel par sales, allez, ils font 2 leads en 1 heure. Ils sont payés à peu près 15 euros x 80 de l'heure, sachant même plus les cas m'ont dit 20 euros x 80. Ça fait quand même beaucoup d'argent, quoi. Ça leur coûte beaucoup d'argent rien que de faire cette recherche qui en fait, voilà, on peut même faire le calcul sur une estimation de 80. Parce qu'en fait, il faut réfléchir comme ça, hein, tu vois, 80, 80 fois, ça fait du coup 1600 euros par heure qu'ils dépensent. Exactement. Perdu. Mmh. Ouais. Et s'ils veulent pouvoir croître, ils peuvent pas se permettre de continuer à faire des choses manuelles. Donc, l'implémentation qu'on avait fait avec eux à Captain Data, c'était le fait de pouvoir récupérer automatiquement les infos du profil des décisionnaires qu'ils voulaient cibler. Ensuite, pouvoir récupérer les infos des boîtes dans lesquelles ils étaient. Pour être plus précis, c'était d'abord, on va viser les boîtes. Donc, chaque boîte, on va avoir des décisionnaires qu'on veut cibler qui correspondent à notre cible. Et on va combiner les infos des boîtes ainsi que les infos sur le profil des personnes. Et donc c'est ce qu'on appelle le company profile. Le company profile, ça va être toutes les infos liées à une boîte. Ouais. Et le LinkedIn profile, ça va être toutes les infos liées à une personne. Et on combine les deux. Et avec ça, on va pouvoir pousser toutes ces datas dans un outil d'enrichissement, type Job Contact, Casper, Lusha, etc. Et un outil aussi de vérification d'email. Parce que même si tu enrichis, si à la fin de la journée, tu n'as pas le bon email, tu vas pas pouvoir contacter la personne. Ah oui, et même en plus, la recherche d'email, je suis gentil, si le sales arrive à trouver les informations de l'entreprise LinkedIn, plus la compagnie, et en plus l'email qu'il faut qu'il aille chercher sur Internet. J'ai été plutôt gentil, j'ai fait mes petits calculs pendant que je lui parlais, ça veut dire qu'en fait, avec cette automatisation, tu as fait économiser à peu près 400 000 euros par mois à cette entreprise. De dépenses en moins du coup, puisque ces sales peuvent être concentrés sur d'autres choses que des tâches répétitives. Donc c'est quand même énorme sur une équipe en plus de 80 sales. Ça l'est aussi dans le quotidien, hein, de nous ou de toi. Est-ce que tu as un autre exemple peut-être à partager sur, je sais pas, un autre use case qui te vient en tête pour que tu as réussi à automatiser? Un autre use case, c'est l'enrichissement. Ça, ce sera plutôt la partie inbound. Souvent, les boîtes, elles ont inbound, c'est attirer les clients à soi. Outbound, c'est aller les chasser. Donc là, tu es dans la démarche chasse. Oui. Donc du coup, maintenant, tu nous expliques comment est-ce que tu le hack du coup pour attirer les gens. Exactement. Souvent, les boîtes, elles vont avoir un formulaire de contact ou une landing page avec un formulaire pour remplir ces informations. Ouais. Et le formulaire, il est super long. Tu as le nom, le prénom, l'email, le numéro de téléphone, le job title. Et tout ça dans le but de pouvoir scorer les leads quand ils entrent dans le CRM pour pouvoir prioriser quel lead a le plus de probabilité de closer grâce à l'information. Okay, sauf en gros, avant même que la personne passe un rendez-vous commercial, tu vas donner des informations au commercial en disant cette personne, tu as X% de chance de la closer, enfin du coup de la faire payer la solution, parce qu'on sait qu'il y a, elle vient de cette industrie, elle a cette taille d'entreprise, etc., etc. Ça, en fait, avec la donnée que tu arrives à récupérer sur Internet, avant même que le commercial fasse un rendez-vous téléphonique avec le prospect potentiel, tu es capable de donner un pourcentage, de scorer un prospect pour savoir si, en fait, on va envoyer sur un
ça va être un gros deal, un petit deal, et du coup gagner beaucoup plus de temps finalement, c'est ça? Ouais, je vais y venir justement. Ok. Ouais, en fait, les formulaires sont super longs et plus il y a de la friction, plus moins les gens vont remplir le formulaire. Donc le hack par rapport à ça, c'était juste de demander le nom et le LinkedIn de la personne, ou bien le nom et son email. Donc on passe de 5 champs ou 6 champs dans un formulaire à juste 2 champs. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir, à partir du nom de la personne et de sa boîte, ou bien du nom de la personne et de son email, aller récupérer toutes les infos liées à sa boîte et à son profil LinkedIn. Et une fois qu'on a ça, justement, on va pouvoir scorer pour dire, ok, est-ce que cette personne, elle est déjà dans notre CRM ou pas? Est-ce que cette personne, elle a déjà un deal ouvert ou pas? Est-ce que cette personne, on l'a déjà contactée ou pas? Et en fonction de ça, on va pouvoir attribuer des points selon les actions qu'on veut que la personne fasse ou qu'elle ait déjà effectuées pour dire à la fin, ok, s'il y a un certain nombre de points, c'est-à-dire que cette personne est plus qualifiée, et donc c'est le moment au sales d'aller la contacter. Et le sales, du coup, il n'a pas à rechercher les informations à gauche, à droite, tout entre, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans le CRM, et là, le contexte pour se dire, ok, je vois à peu près la situation, je sais comment, si je dois appeler, je sais comment je vais pouvoir accrocher la personne, et si je dois faire des campagnes de prospection, eh bien, on peut aussi automatiser cette partie-là. Ouais. Ça, c'est ouf. Alors, j'arrive pas à estimer. Je sais que le bénéfice, je sais que de réduire la friction, il y avait une étude de Segment à l'époque qui avait dit que ça augmentait de 30 à 40% de conversion, de passer de 4 du coup, input à 2 inputs. Donc, je sais pas, si par exemple, tu en as 100, c'est-à-dire que potentiellement, tu améliores de peu près plus d'une vingtaine de personnes qui s'inscrivent à ta solution. Et alors, en plus, le temps qu'un commercial met pour revenir dans l'historique, la frustration que c'est pour un client potentiel de devoir tout réexpliquer, le temps passé à savoir si X machin Y a contacté ce prospect. Enfin bref, encore une fois, là c'est même plus des hôtels de 400 000 euros, je pense que ça pourrait être encore même beaucoup plus volumineux. C'est-à-dire qu'en fait les commerciaux, toi tu as vraiment aidé, ce que je comprends bien dans ton travail d'automatisation, tu as vraiment aidé les commerciaux à en fait juste arriver, poser tous les matins au bureau et avoir une liste de prospects et de leads chauds potentiels, donc ils ont à peu près 80% de chances de closer. Exactement. En gros, c'est ça. C'est ça. Ok. Bon bah écoute, ça c'est quand même plutôt cool. Trop bien. Je pense à un autre hack. Ouais, alors vas-y, partage-nous notre hack. En inbound, donc le niveau 1, c'était réduire le nombre de champs dans un formulaire. Ouais. Le niveau 2, c'est quand il y a des gens qui arrivent sur un site et qu'il y a beaucoup de trafic. Tous les gens ne vont pas remplir le formulaire. Même si tu fais de la pub, même si tu fais des landing pages hyper optimisées, etc. Par contre, si tu as beaucoup de gens qui viennent de boîtes qui sont assez connues ou de boîtes que tu arrives à repérer, il y a des outils qui permettent de pouvoir identifier de quelle boîte des personnes viennent. Et donc, on va pouvoir récupérer le nom de la boîte. Et derrière, en termes de process, en termes de workflow, on va pouvoir aller chercher la boîte, rechercher toutes les infos, que ce soit des infos sur Google, sur des job boards, sur LinkedIn et sur Google Maps aussi, agréger ces infos-là, pouvoir aller, si on a déjà établi des décisionnaires qu'on veut établir, qu'on veut contacter, rechercher tous les employés des boîtes qui passent sur notre site web, adresser les décisionnaires qu'on veut, trouver les informations des décisionnaires qu'on veut contacter, ouais. Agréger encore ces informations-là, trouver l'email, trouver le numéro de téléphone, et ensuite générer une campagne de prospection qui dit hello, on a vu que vous avez passé du temps sur notre site. Voici les problèmes qu'on résout. Est-ce que vous êtes chaud pour qu'on en discute? Ça, c'est assez ouf parce que c'est un peu inspiré, tu sais, là, on a parié un petit peu. Hier, j'étais pas très loin de Notre-Dame. C'est un peu comme si tu mettais un mec devant ton restaurant et disais, ah, bah, vous avez regardé la pancarte. Est-ce que ça vous intéresse de rentrer? Et on vous offre quelque chose. C'est vraiment un truc vieux comme le monde. Et quand tu vois dans ces restaurants, le restaurant est blindé à chaque fois. Ils sont hyper forts pour attirer des gens dans leur restaurant. Et cette technique-là, alors pour ceux qui se posent la question, il y a plusieurs outils qui vous permettent d'analyser les entreprises qui visitent votre entreprise, enfin votre site internet. À l'époque, il y avait un hack qui était hyper intéressant que t'as pas connu parce que moi je suis un vieux de la vieille du hack, mais qui permettait de mettre ton LinkedIn profile sur ton site internet, donc dans une iframe on appelle ça, et de pouvoir aller regarder ensuite dans qui a visité mon profil sur LinkedIn et de voir les réelles personnes qui allaient visiter ton profil.
Trop bien. Tu vois, voilà. Donc ça, c'était le hack à l'époque, et ça a cartonné. Guillaume Bech de Lemlist l'avait pas mal utilisé. Et donc aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus cette fonctionnalité parce que LinkedIn a bloqué cette faille. Maintenant, on a la possibilité avec des outils comme, alors, Albacross, il y a aussi GetQuanti. Clearbit, GetQuanti, exactement. Ça, c'est des trucs dont je parle dans la formation, qui vous permettent de tous les jours recevoir les sites internet, le nom de domaine et même parfois la taille de l'entreprise déjà sur le site internet. Et du coup, faire une connexion avec un outil tierce pour pouvoir aller donner ça à votre équipe commerciale ou peu importe, aller enrichir des informations comme tu le faisais avec Captain Data pour aller identifier la personne qui a visité ton site internet et ensuite aller la prospecter et lui vendre quelque chose. Ça, c'est un truc en automatique qui a juste à être mis en place et du coup, tu n'as plus besoin de rien faire pratiquement. C'est-à-dire que si votre site internet n'est pas optimisé pour la conversion, vous avez de grandes chances de pouvoir arriver au moment où la personne est en plein benchmark et vous proposer du coup un rendez-vous, une promo et de gagner. C'est pour ça que moi j'aime bien dire que le gros hacking c'est avoir un avantage déloyal sur la concurrence, parce que c'est un peu comme si tu étais dans une rue et il y a un client qui passe et qui cherche un pantalon et donc tu as un magasin 1, magasin 2, magasin 3, magasin 4, mais en fait toi tu es le magasin peut-être 4, mais tu sais déjà ce qu'elle cherche avant qu'elle ait commencé à rentrer dans la rue. Donc en fait quoi qu'il arrive, elle va arriver dans ton magasin 4, même si les 1, 2, 3, 4 vont lui dire viens là, viens là, viens là. Parce que nous, on a suffisamment d'informations pour lui montrer qu'on est les meilleurs. En fait. Et du coup, c'est un avantage un peu déloyal. Par exemple, si la concurrence sait que tu as fait ça pour cette entreprise, c'est pour ça que j'aime pas trop donner les noms des boîtes avec lesquelles j'ai travaillé non plus quand j'ai donné les hacks, parce que c'est pas terrible à balancer en ligne, c'est un peu pirate, quoi. Moi, par exemple, sur mon site internet, ce que j'ai fait sur mes... Alors, j'ai réutilisé ce hack-là, d'ailleurs, de l'emailing. C'est-à-dire que quand tu rentres dans mes tunnels de vente, t'as un webinar, donc en full automatique. Mais du coup, quand tu as le webinar, la personne met juste son email. Et juste avec son email, je suis capable de retrouver son profil LinkedIn, son entreprise, la taille de son entreprise, toutes les informations, son site internet, etc. Du coup, je suis en train de créer un workflow dans lequel j'ai des informations de contact que la personne ne m'a pas données. Et ce que j'ai même envie de faire, à un moment, tu te rappelles, j'avais fait un outil qui permettait, d'ailleurs c'est dans la formation aussi, qui permet de faire des vidéos personnalisées avec un écran derrière là. Oui. Et bah du coup j'ai envie, tu vois, genre vu que j'ai son site internet ou son profil LinkedIn, bah je vais pouvoir avec techniquement créer une fausse vidéo en disant hello, j'ai visité ton profil LinkedIn, écoute, je suis hyper impressionné par ton parcours. Non, je rigole, c'est une vidéo automatisée. Si t'as envie d'apprendre comment le faire, bah, je te donne le lien de ma formation, tu vois. Donc, c'est ce genre de truc, en fait, qui peut vraiment être hyper cool et que tu comprends, parce que là, par exemple, ce hack de vidéo automatique, c'est le hack que je sais pas combien de commerciaux font avec des looms, tu sais, donc ils enregistrent des vidéos à la main, c'est-à-dire qu'ils font à peu près des vidéos de 10 minutes. Il faut au moins 10 minutes pour préparer le rendez-vous. Il faut 10 minutes pour envoyer l'email. Donc, en gros, il faut, encore je suis gentil, je vais mettre une grande base, c'est-à-dire qu'il faut 1 heure pour envoyer une vidéo Loom par un prospect, tu vois, avec toute la découverte du numéro de téléphone, trouver ce qu'il faut dire, faire les analyses, etc. Moi, ça veut dire qu'en 10 secondes, j'ai envoyé un message vidéo à quelqu'un sans avoir besoin de rien faire, quoi, juste en incrustant une image derrière un site internet. Donc voilà, c'est ce genre d'outils qu'on aime bien, tu vois, qui nous font gagner beaucoup de temps parce qu'on est des gros flemmards et qu'on arrive à automatiser. Ok, donc du coup, je pense qu'on a suffisamment de use case. Merci pour ces trucs. Est-ce que toi maintenant, avec les automatisations que tu as faites, tu peux m'expliquer un peu comment est-ce que tu as automatisé ton boulot? Je sais qu'on bosse ensemble. T'aimes bien faire les trucs un peu à la main, c'est-à-dire être rentré dans le dig du truc, un peu galérer, voir ce qui marche, voir ce qui marche pas, et ensuite après mettre en place des scénarios très rapidement pour gagner du temps. Où est-ce que tu as automatisé des choses? J'aime bien commencer, oui, comme je dis, par le labeur pour comprendre, avoir plein de data en fait par rapport à ce que je fais. Et ça me permet d'avoir du feedback pour dire, ok, faut que j'oriente de telle manière. Et ensuite, une fois que j'ai compris le pattern, le schéma, ça me permet de dire, voici le système que je veux répliquer. Ce que j'automatise en général, c'est même quand je commence n'importe quelle fonction, ça va être tous les messages. Tous les messages, il y a des messages qu'on envoie, il y a des messages qu'on reçoit, mais il y a un pattern de messages récurrents comme les messages de bienvenue, les messages de salutation, le fait de clarifier un projet, le fait de donner des indications, même dans ma vie perso,
Quand à chaque fois, par exemple, j'ai remarqué, on me demande l'adresse ou le numéro de téléphone, l'email, etc. J'ai des raccourcis clavier sur le téléphone et sur l'ordi où en un clic, j'ai accès à ces informations-là et je vais plus passer du temps à tout taper. Juste, je balance le raccourci et ça envoie. C'est quoi l'outil du coup que tu utilises pour ça, par exemple? Alors sur téléphone, il y a les raccourcis en fait basiques de Apple et sur ordinateur, c'est Typedesk. Typedesk. Ok. Donc, comme type, T-Y-P-E, desk comme un bureau d'ordinateur en anglais. C'est ça. Ok. Et comment ça marche? Eh bien, en fait, je remarque très vite quand je répète quelque chose. Et quand je répète quelque chose, je ne vais pas continuer à le répéter. Donc, je vais en fait copier-coller le message que je répète dans l'outil Typedesk. Je vais pouvoir ajouter des variables si je sais que dans ce message, il va y avoir des variables. Et ensuite, mon raccourci, c'est 2 points. Et ensuite, en général, c'est un mot-clé qui me fait penser à quelque chose. Par exemple, un mot-clé, ça va être live. Par exemple, je veux inviter des gens à un live. Mon mot-clé, ça va être 2 points, écrire live. Et ça va être tout le message qui clarifie où est-ce que le live a lieu, qui sont les invités, comment ça marche, combien de temps ça va durer, quelles sont les conditions et le lien. Et en fait, comme je fais ça, je vais pouvoir, à la suite de mes conversations, voir, quelles sont les informations que les autres personnes me demandent, en fait, et qui sont récurrents. Et à chaque fois que je vais remarquer qu'il y a quelque chose qui se répète, je vais pouvoir créer un raccourci. Et là, c'est semi-automatique, parce que tu peux pas full automatiser une conversation. Ouais. Par contre, tu peux avoir des raccourcis qui te permettent d'avancer dans la conversation, d'aller toujours au next step. Ça va être la personne te remercie, la personne dit oui je veux faire ça, la personne clique sur le lien, la personne est engagée et donc tout le temps que tu passes à taper à la main, pendant que une personne va taper à la main et va mettre 100% d'effort, et bien moi avec 1% d'effort j'ai le même résultat voire mieux. Ça alors tu dis que c'est pas possible de lancer des discussions, mais il y a un truc il y a un bot dont on m'a parlé il y a pas très longtemps, j'avais fait un post LinkedIn sur Bumble, Tinder, etc. Je crois que ça s'appelait putain, je sais pas comment il s'appelle, l'ange de l'amour là, bref, je me rappelle plus, mais en gros Cupidon. Cupidon, ouais, je crois que c'est Cupidon .bot. Enfin, vous pourrez regarder. Et du coup, lui, il se connecte à ton compte WhatsApp, Bumble, et il va analyser le compte Bumble de la personne. Donc alors, truc aussi intéressant, c'est que tu vas pouvoir regarder la photo. Est-ce que tu aimes les blondes ou les brunes, les rousses, voilà. Il va regarder est-ce que tu aimes les yeux bleus, les yeux verts, les yeux marrons, etc. Donc tu peux filtrer tout avec l'image et l'IA. Donc l'IA va regarder, elle va matcher pour toi. Et en fait, elle va aussi, dès qu'elle a un match, elle va regarder le profil de la personne et elle va démarrer une discussion par rapport aux informations qu'elle a. Par exemple, elle va voir j'aime bien les glaces. Tu vois, dans sa description, elle dit, le mec va dire, allons manger une glace. Trop cool, quel est ton numéro de téléphone? Il récupère le numéro de téléphone et à chaque fois qu'il récupère le numéro de téléphone, il envoie une invitation dans l'agenda. Donc, dans ton agenda, potentiellement, si tu utilises l'application. Et du coup, ça remplit ton agenda de dates, tu vois, avec tes disponibilités. Et donc, moi, c'est assez marrant parce que c'est un truc que je suis en train d'essayer de créer en ce moment et que je vais rajouter à la formation. C'est une IA qui va visiter en fonction d'une recherche LinkedIn et qui va estimer si oui ou non la personne peut être intéressée par la formation et un peu faire le truc qu'on fait ensemble et de définir des scénarios, tu vois, des messages par rapport à tes problèmes, c'est quoi tes solutions potentielles, donner de la valeur et ensuite vendre automatiquement, tu vois. Ou même programmer des rendez-vous ou alors des invitations à des trucs. Ça serait incroyable et je pense qu'avec l'IA ça va être possible, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le faire. Il y a aussi un truc que tu as dit sur le gain de temps. Il y a une application que j'avais découverte qui s'appelle Beeper. Alors Beeper, c'est un outil qui permet de synchroniser toutes les discussions WhatsApp, LinkedIn, Instagram, etc. sur le même compte. C'est une application qui s'appelle Beeper que moi j'ai téléchargée, donc j'ai supprimé toutes mes notifications. Mais c'est hyper intéressant parce que tes prospects peuvent aussi venir de partout. Ça vient sur le site internet, ça vient de WhatsApp, ça vient de LinkedIn, ça vient de partout. Et donc du coup, tu connectes tout sur cette application Beeper et ça te permet de mettre des rappels et d'avoir un mini CRM pour toi. Donc, voilà pour les gens, on donne un petit peu de valeur sur les trucs. Ok, donc du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'ajout de messages? J'essaie de donner des petits cas d'études comme ça. Non, j'ai pas d'autres choses à rajouter. Est-ce que tu as eu d'autres choses qui t'ont permis d'aller vite? Par exemple, je me rappelle que là, on bosse ensemble. Tout à l'heure, tu m'as dit,
Ça serait pas mal d'aller prospecter les gens qui likent mes comptes LinkedIn, mais qui ont liké mon dernier post LinkedIn sur l'automatisation. C'est très smart parce qu'en fait, les gens ont fait un intent, on appelle ça, c'est-à-dire une démarche de venir vers toi ou un centre d'intérêt. Un like, c'est un intérêt pour quelque chose. Et tu m'as dit tout à l'heure, bon, bah, ok, allons prospecter les gens qui ont liké ton profil. Basiquement, les gens vont le faire à la main. Qui vont cliquer un par un sur tous les trucs, etc. Moi, je t'ai donné une solution qui a permis en quelques clics, enfin en un clic même plutôt, tu cliques sur extract lien et ça m'a extrait tous les liens. Ça m'a scrollé automatiquement et ça m'a extrait tous les liens des gens qui ont commenté mon post. Toi, est-ce que tu as mis en place ce genre de choses aussi dans ton quotidien? Si oui, lesquelles? Et qu'est-ce qui t'a fait gagner le plus de temps finalement? Bah, typiquement, dans mon quotidien, moi, je poste pas sur LinkedIn pour le moment. Ouais. Mais pour les gens avec qui j'ai bossé, on a eu à faire ce genre d'automatisation pour par exemple, il y a un influenceur, c'était pour tous ses posts liés aux employés de sa boîte et ses posts à lui-même, pouvoir récupérer automatiquement les likes et les commentaires et personnaliser la prospection pour dire « Hello, j'ai vu que tu as liké tel post » ou « J'ai vu que tu as commenté tel post » et ensuite mettre l'offre qui est en lien avec le post qui a été fait. Ok. Et ça permet, par exemple, ça c'est un type de process que j'aime bien parce que tu le penses une seule fois et tu peux le répéter à l'infini. Et c'est ce genre d'action où ça a un impact énorme puisque plus tu continues à poster, plus tes employés continuent à poster, plus tu vas pouvoir ouvrir des conversations, engager des leads et augmenter ton pipe. Ça c'est assez ouf parce qu'en fait je pense que les gens qui nous écoutent vont se sentir un peu frustrés de se dire qu'en fait putain en fait je suis assis sur potentiellement une montagne de fric et des montagnes de leads et en fait je les mets pas en place parce que j'ai pas le temps, parce que je sais pas faire, parce que tout ça. Donc en fait tu vois c'est ça aussi le gros, c'est de se dire ok bon en fait quelle idée tu as et comment est-ce que tu arrives de cette idée à cette solution. Pour moi il n'y a pas d'autre chemin possible que le gros quoi. Et ça cette idée c'est hyper intéressant et même tu pourrais même faire alors pour expliquer un peu aux gens comment est-ce que tu peux le faire, je pense que je suppose que tu as utilisé Spreadsheets. En gros, tu as extrait tous les posts des gens. Ensuite, avec tous les posts des gens, enfin, tu as extrait tous les posts de cet influenceur. Avec tous les posts de cet influenceur, tu as pu scraper, donc extraire les likes et les commentaires de ces personnes-là, avec leurs réponses à côté, créer un fichier Spreadsheets en fonction du post de la personne qui a été liké, et ensuite passer des robots sur chaque spreadsheet qui ont été envoyés, automatiquement. Donc en fait t'envoies 3000 messages par jour, j'en sais rien, à des personnes. Donc en plus même tu peux aller encore plus loin, c'est-à-dire que si tu veux éviter de faire de la communication sur LinkedIn, tu peux leur envoyer aussi un mail parce que depuis le profil LinkedIn de la personne tu vas pouvoir trouver son numéro de téléphone, son email, l'ajouter dans le CRM et parler de tous les trucs dont on a parlé avant, et ensuite le prospecter par email et lui envoyer des séquences quoi. Enfin limite tu peux faire ça, c'est ça. Voilà, l'inviter à un événement ou ouais. Et ouais, c'est ça. Tu peux tester si ce hack fonctionne pour toi. Et pour la partie scale, j'avais utilisé Captain Data notamment parce que j'ai pu dire, ok, vu que je veux que cette action se répète, Captain Data va gérer automatiquement à chaque fois qu'il y a un nouveau post, il va automatiquement aller récupérer tous les likes et tous les commentaires et il va récupérer toutes les infos liées aux personnes qui ont liké et commenté, infos de profil, infos de boîte. Je vais pouvoir l'enrichir avec de l'email, vérifier l'email, enrichir avec le numéro de téléphone et faire la communication multicanal, soit avec l'Emlist, soit avec d'autres outils comme LGM pour pouvoir à la fois toucher le prospect par email mais aussi par LinkedIn. Ouais. En fait, ce que tu veux dire, c'est que d'un côté, tu peux rattraper le retard sur cette technique-là, en allant aspirer déjà tous les contenus que tu as fait précédemment, mais tu peux aussi le mettre en stand-alone, c'est-à-dire en mode tous les jours, il va passer sur les posts que tu as écrits, le robot va passer et va lancer le workflow automatiquement, ce qui fait que tu appuies sur un bouton et potentiellement, c'est comme si tu avais un commercial qui allait prospecter chacune des personnes qui utilisent ton compte LinkedIn, qui interagit avec tes contenus. Et qui puisse du coup closer des deals en automatique quoi. Exactement. C'est pour ça que c'est assez drôle parce que les gens veulent tout le temps faire de la publicité, tout le temps ils disent oui je cherche pas, j'arrive pas à trouver des clients, j'arrive pas à faire des choses, mais finalement en fait là aujourd'hui on se rend compte avec notre discussion que les clients sont partout.
Alors bien entendu, je pense qu'il y a des côtés où il faut apprendre à faire une bonne offre, faut apprendre à être commercial. Donc toi, c'est ce que tu as réussi à faire. Faut apprendre à, si un produit se vend bien, tu vois, est-ce que dans ton expérience passée, par exemple le porte-à-porte, tu as dû t'apprendre ça. Et d'ailleurs, tu m'as dit, moi, j'aime pas vendre des trucs qui sont inutiles aux gens. Est-ce que tu as des techniques où tu te rends rapidement compte que le gros va pas fonctionner? Je pense que le gros ne va pas fonctionner sur toutes les boîtes parce que par exemple, j'ai souvent l'impression que les gens vont recruter des gros hackers en salariat ou en alternance ou en stagiaire, qui est pour moi clairement la pire erreur à faire, sur des produits qui se vendent pas ou qui sont nuls. Alors qu'en fait, là, tu vois, ça va faire un peu... on raconte plein d'histoires genre qui ont l'air magnifiques, mais faut pas oublier que je pense que les entreprises avec lesquelles tu as bossé et les résultats que tu as réussi à leur faire obtenir sont des boîtes qui déjà ont un produit qui fonctionne bien, ou du moins une idée de produit qui fonctionne bien. Est-ce que t'as déjà vécu ça? Est-ce que t'as déjà travaillé pour une boîte où tu te dis putain en fait elle c'est pas des automatisations qu'elle doit faire, c'est une amélioration du produit? Parce que t'as une dimension un peu produit dans le gros hacking aussi. Moi dans la formation tu vois j'explique bien que en fait comment est-ce que tu construis un produit que les gens aiment, comment est-ce que tu utilises des leviers psychologiques aussi pour montrer aux gens que ta formation, ton produit va les aider. Est-ce que t'as déjà rencontré ça? Comment est-ce que tu estimes le niveau en France? Pour moi, je trouve qu'il est vraiment nul par rapport aux US, qui arrivent à te vendre des tablettes de chocolat en te disant que c'est des tablettes de chocolat qui vendront plus énergiques, tu vois. Voilà. C'est quoi ton sentiment par rapport au produit qui fait aussi partie du gros? Eh bien, justement, quand je faisais du porte-à-porte, ce que j'ai capté très rapidement, c'était je vendais des contrats de gaz et d'électricité. Donc, il y a rien de sexy dedans. Ouais. Et il y a déjà plein d'acteurs. Et les gens ont déjà des fournisseurs de gaz et d'électricité. Et donc ce que j'avais retenu c'était pas le produit qui était important. Le produit c'était moi. En fait, c'était pas vraiment ce que je vendais, c'était pas le contrat, c'était pas l'apport de service de gaz et d'électricité, c'était moi. Est-ce que la personne vibe avec moi? Et c'est parce que elle sent que on vibe bien qu'elle va pouvoir changer son contrat et passer au fournisseur que je promeux. OK, comment tu vibes bien avec quelqu'un? J'ai pas la réponse. T'as pas la réponse? Moi, je pense que tu donnes beaucoup de valeur gratuitement. Tu donnes beaucoup de valeur. Tu prends vraiment le temps de répondre aux gens. Tu vois, ça peut jouer. En fait, c'est ce qu'on appelle l'asset value, quoi. C'est-à-dire, ok, ça ton problème. Voilà la solution gratuite. Si tu veux aller plus loin, tu peux prendre l'information et tu découvriras d'autres choses. Ou alors, tiens, je pense que tu passais beaucoup de temps aussi à bien comprendre les problèmes des gens. C'est ça aussi le bon commercial. Qu'est-ce que tu penses? Laisse-moi réfléchir un petit peu sur mes expériences. C'est quoi, comment est-ce que tu moods les gens, quoi? Comment est-ce que tu les mets dans un contexte de confiance? Parce que oui, il y a le branding, mais le branding, ça fait pas tout, en fait. Tu vois, il y a des boîtes, pourtant il y a des boîtes avec des produits merdiques qui crachent des millions et des boîtes avec des produits excellents qui font rien du tout. Donc c'est tout l'aspect marketing aussi. Comment est-ce que tu crées ton produit? Comment est-ce que tu crées ton offre? Toi, tu as été tout de suite convaincu parce que Captain Data, ça a été un peu l'extension de ta vie au quotidien. Mais bon, dans le gros, il y en a plein. D'ailleurs, c'est marrant parce que ce format Captain Data, dans la formation, il y en a quoi? Il y a 5-6 cours max. Et moi, ce que je remarque, c'est que beaucoup des élèves de la formation vont prendre un truc et vont le réutiliser en mode expertise, quoi. Tu vois, genre en mode enrichissement. Ok, je suis trop bon en enrichissement, boum, scrapping, je suis trop bon en scrapping, boum, automation comme toi, boum. Là, j'ai interviewé le SEO, il a pris juste un truc du SEO, boum, et il est devenu excellent dans ce domaine, quoi. Et donc, du coup, c'est en ça, tu vois, moi, je pense que ma formation, elle fait la différence. C'est sur le panel de choses que tu vas apprendre, le panel de choses ou un truc, tu as déjà rentabilisé potentiellement ton investissement. Moi, j'ai travaillé d'expérience avec des entreprises. Le problème, c'est que les gens vont embaucher des gros hackers pour lancer leur boîte sans avoir testé le market fit. Notamment, j'avais bossé pour une boîte qui avait déjà développé, tu vois, leur solution avant de les mettre sur le marché. J'ai dit déjà c'est énorme connerie, mais bon, on va quand même essayer. Et en fait, ça n'a jamais marché. Donc, il fallait tout recommencer de zéro. En fait, quand tu recommences tout de zéro, les gens disent non, mais c'est bon, on abandonne, quoi. Donc, tu as aussi cette dimension. Ce que je veux dire, c'est que tu as aussi cette dimension tu m'as dit tout à l'heure de tester le market d'un produit potentiel. Mais en fait,
au lieu de recruter un gros hacker pour vendre votre produit, je pense que c'est une bonne manière de recruter un gros hacker pour voir si votre produit va marcher et quels sont les messages qui vont fonctionner à l'avenir. Puisqu'en fait, tu peux avoir beaucoup plus de data que n'importe qui. Comme tu l'as dit, tu peux envoyer je sais pas combien de milliers de messages par jour à des personnes et avoir des retours positifs ou négatifs, savoir quels sont ou pas tes clients. Donc, tu as beaucoup plus de données. Et en ayant plus de données, tu as une approche beaucoup plus scientifique et du coup beaucoup plus prouvée que la concurrence. Et c'est un truc que je comprends pas trop parce que le grand réflexe qu'ont les gens, quand ils commencent à monter une boîte, c'est qu'ils vont faire de la ads, tu vois, de la publicité, etc. et tester le marché. Sauf qu'en fait, tester un marché, ça coûte minimum 3000, 4000 balles, quoi. Si tu mets pas 3000, 4000 balles sur la table, t'as rien à faire, quoi. Enfin, voilà, tu testeras pas ton marché. Et encore, je pense qu'il manquera encore un peu de data pour pouvoir vraiment tester ton marché. Mais voilà, en tout cas, pour moi, le gros, ça sert à ça aussi, en plus de toutes les techniques qu'on a. C'est pas une... Tu vois, c'est pas, ce podcast, c'est pas fait pour dire oui, il faut absolument prendre du gros hacking, etc. Mais en tout cas, c'est juste pour prouver que quand vous avez quelque chose qui se vend déjà, vous avez un effet de levier qui est juste ultra fort, quoi, ultra puissant. D'autant plus que maintenant on bosse ensemble et ça fait une bonne transition sur l'état d'esprit. Je vois que tu as l'état d'esprit du coup d'aller fouiller un peu dans les trucs. Donc tu vois, j'ai vu que tu avais fait des raccourcis, tu avais fait des automatisations, tu avais automatisé. Moi, tu me proposes plein d'idées à chaque fois. Là, on a parlé des likes LinkedIn que tu voulais aller récupérer et tout. Il y a un truc, je sais pas si tu es d'accord, mais où on est dans la recherche rapide des résultats et que, par exemple, nous, ça fait une semaine qu'on bosse ensemble. On a fait donc pratiquement des calls pendant les 3 premiers jours ensemble. Après, on a un petit peu arrêté parce qu'il faut quand même que tu aies des week-ends. Quand même que tu arrêtes de bosser les week-ends. Mais en fait, on a fait ce truc-là. Et tu vois, premier jour, on a dit, OK, on va partir sur cette hypothèse-là. Deuxième jour, OK, qu'est-ce qu'on a appris de cette hypothèse-là et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Troisième jour, on a créé, donc on va vous partager le truc qu'on est en train de faire en ce moment. Et c'est des discussions sur les personnes de mon profil LinkedIn. On démarre des conversations, on essaie d'estimer le besoin. Si la personne est qualifiée ou non, on était censé lui envoyer la formation en ligne et que la personne paye directement sur le site. Par exemple, cette première hypothèse, on se dit, ça a marché, on va tester. Tu l'as testé. 2 jours plus tard, tu m'as dit, on en a vendu 1 sur 200, les résultats sont quand même pas folles, quoi. Donc, comment est-ce que on va aller plus loin? Là, on a réfléchi un petit peu ensemble et on s'est dit, en fait, le mieux, c'est d'avoir les gens au téléphone. Oui, mais on s'est dit, mais tu vas pas passer ta journée à faire des appels, quoi. Tu vois, c'est chiant. Le mieux, c'est vraiment de gagner le maximum de temps. Donc, est-ce qu'on pourrait pas ramener ces gens-là qui ont dit oui, peut-être, je sais pas, dans un webinar en one-to-many, c'est-à-dire en toi face aux gens. Et du coup, en un jour, les gens que tu peux closer, tu les closes. Tu leur envoies de la valeur par message, etc. Les gens qui posent des questions, tu les ramènes dans ce webinar. Et du coup, toutes les semaines, tu engranges des résultats à travers ce webinar-là. Tu vois. Et en fait, alors, je sais pas si tu as déjà connu, expérimenté ce genre de choses, mais tu vois, le webinar, c'est mardi. On va avoir peut-être 50 personnes à la fin de la journée là sur ce webinar. Ça fait depuis hier qu'on a lancé le truc. On a pris la décision dans les 2 minutes. La semaine prochaine, on ne sait pas si ça va marcher, mais au moins on aura essayé, on aura de la data pour avancer. Est-ce que tu as aussi ce mindset grosse où en fait tu itères très rapidement? Tu ne vas pas être dans la stagnation des résultats. Tu vas avoir envie de résultats très rapidement et tu vas, par exemple, si tu vas faire une landing page, tu vas être en mesure de la faire rapidement. Si tu veux faire une automatisation, tu vas être capable de la faire. Donc, tu as une liberté. Tu vois, t'es pas en suffocation à chaque fois que tu veux faire quelque chose, quoi. Tu vois, moi, j'ai parlé à beaucoup d'influenceurs que je connais, mais ils sont vraiment en suffocation quand ils me voient faire mes tunnels de vente. Ils sont en suffocation quand ils voient que je fais des automatisations. Ils sont en suffocation quand je rajoute des petits trucs dans ma formation. Est-ce que ça, c'est un truc que tu ressens au quotidien dans le gros, après la formation, ou même avant, j'en sais rien, mais que tu mets en pratique? Oui, clairement. Et je pense que le mot-clé que tu as utilisé au départ, c'est le mot hypothèse. Hypothèse parce que j'ai bossé avec pas mal de gens où ils étaient pas en mode hypothèse, ils étaient en mode certitude. J'ai eu cette idée, j'ai identifié ce problème, c'est comme ça que je veux que ça soit. Et ils essaient de forcer un produit, une solution
sur un marché. Sauf que le marché a toujours raison et si les gens ne veulent pas de ce que tu veux, de ce que tu veux leur vendre ou ne veulent pas la manière dont tu leur vends ou ça leur parle pas, eh bien il faut changer. Et je pense le truc important c'est que moi j'ai pas de certitude. Je suis en mode on teste, j'ai une hypothèse. Si elle marche, on continue. Si elle ne marche pas, on change. Et j'ai pas de mal à changer de voie s'il faut. Parce que je suis en mode, je vais faire ce qu'il faut pour atteindre mon objectif. Et donc, je peux très bien construire un process. Si je détecte le moment où ce process ne marche plus, je peux le jeter à la poubelle, en recommencer un autre. En fait, tu peux le jeter à la poubelle aussi parce que t'as pas mis beaucoup de temps à le mettre en place. Tu vois, parce que moi, je vois beaucoup de gens ça fait une semaine qu'ils bossent sur la landing page, ou sur leur site internet plutôt, ou sur leur expérimentation. Ils ont recruté, ils ont investi beaucoup d'argent parce qu'eux, ils n'ont pas les moyens ou les connaissances que nous, on a pour le faire. Parce que ça coûte cher. Imagine, tu vois, demain, tu veux faire tes tunnels de vente. Voilà. Tu sais pas les faire. T'as aucune compétence. Tu sais pas automatiser ce que tu sais faire, par exemple. La première étape, il va falloir trouver quelqu'un qui sait faire. Deuxième étape, allez, une étape bis, il va trouver quelqu'un qui sait faire vraiment. Tu vois? Parce que tu peux pas le tester. Déjà. Dans la deuxième étape, la personne, elle te dit qu'elle sait faire. Ceux qui ont recruté des gens, moi, ça fait peu de temps que je recrute des gens, mais il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, je sais faire. Et en fait, ils vont se sous-pricer, donc ils vont être à un pricing très intéressant. Mais du coup, toi, tu vas perdre 2 semaines, 1 mois, parce que le mec t'a dit, ou la nana t'a dit, je sais faire, alors qu'au final, elle sait pas faire. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, troisième étape, c'est de pricer le truc. C'est-à-dire que toi, un truc qui te prend une demi-journée à faire, toi, tu peux le facturer extrêmement cher parce que la personne en question, elle est en difficulté. Et qui dit problème douloureux, dit prix élevé. C'est toujours pareil. Quand tu vois le mec, absolument que je le fasse, tu vois le mec en désespérance, tu veux dire, ok, bon, bah, moi, je te le fais, mais c'est 1000 balles la journée, quoi. Et encore, je suis gentil. Parce que franchement, faire un tunnel de vente avec tous les trucs, etc., tu peux facilement avoir un truc à minimum 3000 €. 3000 €, encore, je suis gentil. Tu vois, c'est un prix d'avis. Donc, tu dépenses 3000 €. Tu dépenses de l'argent pour quelque chose qui potentiellement ne va pas marcher. Tu dépenses de l'argent dans quelqu'un qui potentiellement n'a pas les compétences. Et tu dépenses de l'argent dans peut-être quelque chose qui sera mal fait et sur lequel tu devras revenir derrière. Tu vois. Et moi, c'est ça qui me saoule, en fait, qui me frustre. Et même, je sais pas comment font les gens qui n'ont pas fait de grosses. Parce qu'en fait, je me dis, mais entre le moment où t'as une idée, le moment où tu veux l'exécuter, le moment où tu veux vraiment la mettre en place, déjà, il y a beaucoup d'idées que tu abandonnes parce que tu dis que c'est trop compliqué. Et le moment où tu veux la mettre en place, en fait, tu as déjà perdu 1 semaine. Alors que moi, si j'ai la même idée que toi, je l'ai mise en place en 1 heure. Et je sais déjà si elle va marcher ou pas. Tu vois, donc en fait, la rapidité, elle n'est pas seulement dans l'optimisation, elle est aussi dans l'apprentissage de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et dans les hypothèses que tu te fais rapidement. Et je pense que c'est ça la clé du gros hacking, c'est la créativité et la capacité que tu vas avoir à être plus astucieux que les autres, en ayant plus de données que les autres. Voilà, j'ai fini pour le pitch. Ça me fait penser à un concept, ouais. C'est apprentissage statique versus exécution dynamique. L'apprentissage statique, ce que je le définis, c'est par exemple les gens, ils sont habitués à suivre des cours 8 heures par jour ou à lire plein de livres ou à voir plein de formations et au lieu de piocher ce qui correspond à leur situation pour pouvoir avancer à la prochaine étape, ils vont vouloir suivre un playbook bien défini, bien borné, et dire, OK, si je coche cette case A, cette case B, cette case C, et que je fais toutes ces checklists, alors j'aurai tel résultat. Ouais. Mais le vrai apprentissage, c'est quand tu réagis par rapport au feedback de la réalité. Et je pense, le growth, ça te met aussi face à tes responsabilités, dans le sens où est-ce que tu arrives à t'ajuster par rapport au feedback de la réalité? Ou est-ce que tu nies la réalité et tu te dis ce que j'ai en tête est meilleur, donc je veux faire ça? Ou est-ce que tu te dis le marché a raison ou cette expérience n'a pas marché, donc il faut corriger le tir pour avancer? Ouais. Et surtout qu'on a très rarement raison la première fois. C'est ça qui est fou, c'est que moi j'ai des idées, franchement, que je pense excellentes plusieurs fois.
Pourtant, j'ai un bon cerveau business, on va dire, tu vois. Mais je les lance et je dis, putain, les gens veulent pas, quoi. Ou alors, ouais, putain, là, les gens veulent beaucoup, pourquoi, tu vois. Et y a des trucs comme ça, en fait, où moi, je sais que, clairement, vous avez une idée business, vous pensez que vous allez devenir millionnaire avec, et vous la mettez sur le marché ou sur n'importe quoi, vous avez 2 pauvres likes qui se battent en duel, personne n'a envie de votre solution, alors que pour vous, c'est incroyable. Et malheureusement, t'as des boîtes, bon, heureusement, comme Dropbox, où le marché a été directement conquis. Il y a d'autres produits qui sont excellents, pareil, mais qui n'ont jamais été développés ou qui ont été abandonnés parce que le marché n'en veut pas, tout simplement. Et je vois les gens qui lèvent des fonds, les gens qui réfléchissent, qui se torturent, qui se font des nœuds dans le cerveau parce qu'ils veulent faire un truc compliqué pour avancer. Bah, en fait, autant le tester rapidement, autant gagner du temps sur toutes ces techniques-là et avancer. Et moi, c'est pour ça que je dis qu'en fait, le métier du gros, tout le monde devrait l'avoir. Moi, je pense que vraiment, si tu as ces compétences-là, tu peux monter n'importe quelle boîte demain. En 24 heures, tu sais si ton idée elle est bonne ou pas, quoi. En 24 heures, tu sais. Et ensuite, tu as toutes les compétences pour pouvoir l'amener à au moins 6 chiffres par an. Par mois aussi, j'ai des élèves qui ont fait 6 chiffres par mois. Et une fois que tu as 6 chiffres par mois, tu recrutes ou tu fais ce que tu veux, quoi. Mais en fait, à partir du moment où tu sais itérer, tu sais développer tes outils, tu sais construire tes emails, tu sais écrire, tu sais créer de la visibilité, tu sais faire, voilà. En fait, t'es libre de faire ce que tu veux. Et t'as plus la pression de dire je sais pas faire, j'ai pas d'argent. Parce que le gros, en grande majorité du temps, c'est gratuit, quoi. Mmh. Ça coûte quelques centaines d'euros par mois, tu vois, sur des trucs qui font un effet de levier énorme. Voilà, bah, c'était une bonne conclusion. Qu'est-ce que t'as pensé de ce podcast? Excellent. Ça t'a plu? Ouais, ça m'a plu. Premier podcast du boss. Si on veut te retrouver, où est-ce qu'on te retrouve? Sur LinkedIn. Sur LinkedIn, t'as ton nom, tu peux donner ton nom. Crisas. Crisas, juste Ouais. Crisas. Ok. Les gens, ils vont aller voir sur Kevin Dufresne, Relation 2. Mais bon, ok, trop cool. Comment est-ce que tu pourrais aider à la limite les gens? Tu fais de l'automatisation, tu mets en place les process aussi? Oui. Ok. Comment je peux aider? Simplifier. En fait, moi, je suis vraiment axé sur le revenu. Ok. Donc, tout ce qu'il faut pour pouvoir générer du pipe, avoir des datas par rapport aux prospects et aux clients, analyser ta clientèle actuelle pour pouvoir répliquer et trouver d'autres prospects qui ressemblent à ta clientèle actuelle. Et le fait de pouvoir permettre à 13 équipes, notamment sales, marketing, service client, d'éliminer toutes les tâches administratives et de focus sur la valeur qui est comprendre ce que le client veut et lui donner. Ok, trop cool. Bah, c'est hyper clair. Merci beaucoup. Merci Kevin. À la fin. Ciao. Ciao, ciao. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous mettre un petit commentaire si vous avez des questions. Ciao.